j'ai préparé un document semblable pour l'univers matériel. L'univers vivant, pardon. On fait une revue. Là, il est 11h01. On devrait passer l'ensemble en dedans d'une heure, peut-être 1h10 maximum. Donc, vous m'arrêtez, même chose, je vais afficher sur mon deuxième écran, qui n'est pas le même, là, vos textos. Vous pouvez lever la main, comme hier, ceux qui préfèrent lever la main. Premier cycle du secondaire, même chose que les autres. On a un ensemble de choses avec lesquelles on devrait être familière, là, dire, bon, dans le monde de la biologie, écologie, c'est quoi les termes qui devraient être un petit peu moins... ben, des fois, là, c'est tout à fait normal de dire, ben, c'est quoi ça? Ben, là, on sait un peu de quoi on parle. Il ne faut pas avoir la définition exacte de aucun des termes, il faut savoir de quoi on parle, simplement. Donc, je vais vous montrer quelques images, quelques petites animations pour parler un peu des différents termes. Puis, un peu comme vous voyez à l'écran, là, il y a des choses que vous devriez être en mesure de faire après de votre deuxième secondaire. On commence. Bonjour, mon matin, Madi, et Annie, et Manel, et Malak, et Sophia, et Rima. Donc, un habitat. On est en écologie au départ, on a vu ça l'an dernier. Qu'est-ce qu'un habitat? Les images devraient un peu vous pister. Si on parle d'écologie, là, on parle de la relation entre tous les différents êtres vivants qui vivent dans un milieu. Et bien entendu, le milieu, justement, c'est l'habitat. Donc, il existe des centaines d'habitats différents. C'est sûr qu'on les regroupe par des caractéristiques semblables. Vous avez une espèce de carte au centre là, avec différentes possibilités qu'on peut s'imaginer. Je vais mettre mon pointeur. Donc, si on prend les exemples qui sont à l'écran, par exemple, on pourrait dire que l'habitat des chèvres, c'est les montagnes ou les parois rocheuses. L'habitat des léopards pourrait être la savane africaine. Donc, l'habitat, c'est l'endroit, le lieu. C'est sûr que ça vient avec des caractéristiques. Pirouette, cacahuète, bon, bonjour, Adam, super. Il y en a qui arrivent, OK. Pour les retardataires, on vient tout juste de commencer. Bonjour Mohamed, Mathieu, Kim. Donc, on décrit un peu l'endroit où il habite, mais ça vient avec des caractéristiques. Quand il fait chaud, il fait froid, il y a de la neige, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, il y a des humains, il n'y a pas d'humains, etc. Si on prenait par exemple les ratons laveurs de Montréal, ben, on pourrait décrire l'habitat du raton laveur comme les parcs ou les boisés autour des résidences là, ou des commerces à Montréal, parce que l'environnement, c'est ce qu'on voit à Montréal. C'est un habitat possible. Donc, c'est super simple, c'est la maison finalement des animaux. Il y a différents facteurs qui influent sur le fait qu'une espèce habite à un endroit plutôt qu'un autre. Il y a des facteurs qu'on va appeler biotiques. Donc, dans biotique, on reconnaît bio qui veut dire vie, et les abiotiques, donc ceux qui sont pas liés à des choses vivantes. J'en ai mis quelques exemples, là, c'est pas limitatif. Donc, biotique, par exemple, il pourrait y avoir le fait qu'il y ait des souris, ben, ça pourrait considérer le fait qu'il y a des chats à un endroit parce que c'est les proies, donc la nourriture des chats. Plus il y a de souris, ben, plus il devrait y avoir de chats. Si on parle de cerfs de Virginie, ben, ils ont besoin d'une certaine végétation, leur nourriture, pour habiter à un endroit. Donc, c'est sûr que, dépendamment de la végétation, ça va faire qu'il y aura des cerfs ou pas, etc. Même chose pour les facteurs abiotiques. S'il y a de l'eau, pas d'eau, des montagnes. Maintenant, niche écologique. Vous avez le terme en bas. C'était un autre terme qu'il faut être habile avec. J'ai mis deux animaux à l'écran. Vous avez donc une souris, un ours. Bon, on pourrait se poser la question très, très anthropomorphiste. C'est quoi le but des animaux? C'est quoi le but des êtres vivants? C'est quoi leur but à eux? Maintenant, ils n'ont pas réellement de but. Chaque être vivant aspire simplement à être ce qu'ils sont. Donc, une souris, ça veut juste être une souris. Une souris, ça fait juste, effectivement, c'est juste la vie de se reproduire. Ben, au final, ça fait partie d'un des rôles ou des buts de chaque espèce vivante, pas juste la souris. Hein. L'arbre, c'est la même chose. Donc, la niche, ça va être plus facile de la définir comme étant autre chose que l'habitat. On pourrait penser que la niche, comme la niche d'un chien, c'est comme cette cabane, mais non.
La niche, c'est son rôle. Donc, en rouge, vous voyez l'élément clé pour définir qu'est-ce qu'une niche écologique, c'est plus que son habitat. Hein. C'est toutes les relations qui font qu'elle est une espèce vivante. Donc, par exemple, toutes les espèces cherchent à se loger. Vous avez une petite cabane à droite, à gauche, à se nourrir, j'ai mis pour la souris les carottes, là, et à se reproduire, comme disait Sundus. Donc, tous les espèces. Maintenant, un arbre, ça ne cherche pas nécessairement à se loger, mais ça doit être à un endroit donné. Mais vraiment, ça fait partie des points clés là, de chaque espèce. Il y a des relations qui s'établissent avec les différents êtres vivants. Par exemple, là, vous voyez là, la souris, j'ai mis en relation les végétaux et d'autres images qui représentent un peu différents règnes dans le monde du vivant. Je vais y revenir lorsqu'on va se rappeler la taxonomie. Mais je vous avais fait mention que, par exemple, tous les végétaux sont capables de prendre de la matière non vivante, inerte. Donc, je vous dessine des atomes en bas à droite et de créer du vivant à partir de ça. C'est la beauté de ce grand règne des végétaux. Tous les animaux qui consomment des végétaux sont des consommateurs, donc de premier ordre, et il y a des consommateurs de deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. ordre, ceux qui mangent, par exemple, d'autres animaux. Et tout ce monde-là, j'aurais dû rajouter une flèche avec le végétal, finit par un moment donné mourir, et ce sont les champignons, les organismes qui sont les décomposeurs, qui peuvent reprendre la matière vivante pour la retourner à l'état d'atome. Donc, c'est un peu un élément qui peut nous aider à décrire une niche écologique, puisque ça les met en relation, puis ça a un rôle à jouer dans une espèce de boucle de la vie. Les présences Sundus vont se faire de façon automatique ce matin-là. Arbre compte comme biotique. Oui, un arbre, c'est biotique puisque c'est vivant, Yasser, effectivement. Toutes les espèces tentent à rester en vie, c'est important. Effectivement, j'aime bien le mot tente, Adam. J'aime bien ce que tu emploies parce que c'est moins d'anthropomorphisme. Anthropomorphisme, ça veut dire qu'on a tendance à porter des émotions, ou des sentiments, ou des désirs, ou des volontés humaines à des êtres qui n'en ont peut-être pas. Donc, tenter de rester en vie, c'est différent que de vouloir rester en vie. Un arbre ne veut pas rester en vie, c'est juste que ses actions, comme tous les autres êtres vivants, veulent juste rester, faire perdurer l'espèce, mais ce pas des actions qui sont forcément volontaires. Donc, pour définir une niche écologique, par exemple, la souris, on pourrait dire, elle se nourrit de graines, elle est mangée par des renards. Vous voyez que ce n'est pas seulement ce qu'elle mange, mais elle pourrait être mangée par d'autres, par des oiseaux, des serpents. Elle infeste, par exemple, les habitats des humains, est porteur de parasites, elle vit surtout la nuit, un animal nocturne. Donc, tout ça, ça définit le rôle de la souris. Donc, potentiellement, une belle définition de la niche écologique. Mais ça, c'est dans vos mots. Il faut juste sentir que c'est beaucoup plus que l'habitat. Pas de question pour la niche écologique. On passe au prochain. Prochain terme, une espèce, le fameux mot-clé. Donc, la beauté de l'écologie ou de tout le monde vivant, c'est qu'il y a différentes espèces. Puis là, on a décidé, les êtres humains, de classer les espèces et on a établi 3 critères pour définir une espèce. Vous vous en rappelez, je vous avais mis ce petit graphique à 3 critères. Donc, les membres d'une même espèce se ressemblent généralement. Ce n'est pas 100% du cas, mais justement, en écologie ou en biologie, on n'est jamais dans du déterminisme noir-blanc. On est plutôt dans des zones grises et on essaie de tracer des lignes et de dire, OK, là, ça se ressemble plutôt. Là, vous avez déjà vu des petits chiens, des gros chiens. Des fois, ça ne se ressemble pas du tout, mais pourtant, c'est la même espèce. Sont de la même espèce tous les membres, tous les individus qui peuvent avoir des enfants ou avoir des bébés ou avoir une descendance, donc sont féconds, ça veut dire peuvent avoir des enfants, et dont leur descendance est féconde. Donc, il faut que leur progéniture puisse aussi, à leur tour, avoir des enfants. Donc, c'est quoi la différence maintenant? Une fois qu'on a défini c'est quoi une espèce, là, on parle vraiment dans tous les règnes, là, hein, les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries, tout. Là. C'est quoi la différence maintenant entre une espèce et une population? Donc, en écologie, on va dire, telle population de... On pourrait y avoir, par exemple, là, je vous mets à l'écran, les souris. Les souris sont une espèce, donc sur Terre, il existe différentes espèces, mais là, disons qu'il s'agirait d'une seule espèce de souris.
je sais pas un des mots, là, mais c'est des termes latins. Mais une même espèce peut habiter, maintenant, il faut juste qu'elle ait les 3 critères en commun là, pour pouvoir être de la même espèce, peut habiter à différents endroits. Et c'est là le nouveau terme, là, le terme population. On va parler de, par exemple, les souris du Québec ou les souris du Brésil, même s'il s'agit de la même espèce, s'ils n'habitent pas au même endroit. C'est donc des populations différentes. On va dire la population 1 et la population 2 et on pourra comparer, par exemple, leur évolution. Vous devez être en mesure, population sur un territoire donné, exactement, Adam. Un ours rima se fait manger par un autre animal. Il y a une question ici là, intéressante. Il y a dans beaucoup d'espèces du cannibalisme. Donc, il y a certains, par exemple, on pourrait avoir un ours mâle très gros qui va manger les bébés ours plus petits d'un autre individu femelle qui ne serait pas au départ sa partenaire. Donc, ça se voit chez beaucoup d'espèces, là, le fait qu'ils se mangent intra-espèces. Mais il y a aussi le fait que l'animal, l'ours, va finir par mourir ou être faible et sera forcément mangé par d'autres espèces qui sont un peu plus détrivores, là, qui vont manger ou de la charogne, là, qui vont manger des animaux décédés. Donc, sur un territoire donné, là, au premier cycle, on veut être capable de compter les individus d'une espèce et compter le nombre de populations. Parce que là, si on définit une espèce sur un territoire, c'est une population. Si je vous pose la question, sur ce territoire que vous voyez à l'écran, combien de populations pouvez-vous compter? Allez-y, on tente une réponse. Donc, j'ai des réponses qui commencent à rentrer, super. 6 populations, j'aime ça. Donc, on serait en droit de penser qu'on est capable de reconnaître chaque espèce par leur ressemblance. On ne peut pas valider d'autres choses. Et il ne faudra pas oublier, hein, il y en a plusieurs qui me l'avaient mentionné, donc je vous le mets ici à l'écran. L'herbe, c'est aussi une espèce. On a sensiblement peut-être juste une variété d'herbe. Vous avez les 6 espèces qui sont dessinées ici, donc c'est 6 populations puisqu'ils partagent un territoire donné. Quand ils partagent un territoire, on va même appeler, ça c'est pas à savoir, là, mais l'ensemble une communauté. Donc, c'est un ensemble de populations sur un territoire donné. Maintenant, il faut être capable de compter les individus. On aurait, par exemple, la première espèce de poisson qui ressemble un peu à un saumon, là. On aurait 6 individus. Donc, un individu, c'est un membre intégral ou intègre d'une espèce donnée vivant sur un territoire. On aurait pour le brochet, hein, le deuxième espèce de poisson, on a 2 individus. Pour la grenouille, on a combien d'individus? On en a 3. Vous les voyez à l'écran, il y en a 3. Pour les quenouilles, donc les végétaux avec des petits bouts bruns, on aurait 6 individus. Il faut juste être capable de les compter. Pour les nénuphars, on en aurait 4. C'est schématisé, là. En écologie, là, un nénuphar, c'est dur à compter parce qu'il faudrait aller voir s'ils ont la même racine, le même pied, etc. Là. Maintenant, pour une espèce qui est pas mal plus dure à compter, comme l'herbe, hein, le gazon. Comment on fait pour compter en écologie? Là, je vous donne un petit peu les bases. J'en avais déjà parlé l'an dernier en classe. Donc, comment on peut procéder lorsqu'on a vraiment une quantité épouvantable à compter? Ce qu'on fait, c'est qu'on détermine des petits secteurs. On pourrait prendre un petit mètre carré sur une parcelle, compter dans ce mètre carré-là. Oui, c'est long, mais on le fait. On compte chacun des brins d'herbe. On arrive peut-être à 320 brins d'herbe dans ce petit carré-là. Donc, 320 individus sur 1 mètre carré. On va, par exemple, sur un autre secteur, on détermine encore une fois 1 mètre carré qu'on mesure précisément et on compte. Et on aurait peut-être, c'est des valeurs fictives, là, mais 280 individus sur ce deuxième mètre carré-là. Ensuite de ça, on fait une espèce de moyenne. Donc, forcément, 280, 320, on aurait une moyenne peut-être de 300 individus par mètre carré. Simplement comme ça. Puis là, on détermine ensuite combien il y a de mètres de carré sur notre territoire donné. Si on a une superficie, par exemple, de 20 mètres carrés, bien là, vous vous en doutez, là, des mathématiques assez simples. Donc, 300 individus
par mètre carré en moyenne, multiplié par 20 mètres carrés de superficie, on se retrouve avec aux alentours de 6 000 individus. Maintenant, on le sait très bien que ce n'est pas extrêmement précis, mais c'est ce qu'on fait en écologie lorsqu'on veut déterminer des populations qui sont vraiment difficiles à compter. Pas trop de questions là-dessus, ça va. Donc, on a déterminé les premiers 4 concepts. Je passe, on est en écologie encore. Je passe au prochain. Encore une fois, c'est des choses qu'on a vues l'an dernier. Chaque espèce, là, je vous mets à l'écran des images de renards, un renard arctique en hiver. En été, vous voyez là, le gris en haut à droite et un renard roux qu'on voit un peu plus dans les forêts tempérées, les forêts mixtes. Vous voyez qu'il y a comme une adaptation assez évidente. Hein? Il y a comme... s'il y a... J'ai une question, excusez, pour Hakim. S'il y a un éléphant sur un territoire, c'est une population. Oui, c'est vrai. On pourrait considérer que c'est une population, même s'il y en a juste un. Malheureusement, pour lui, on dirait que sa survie ne va pas être très longue s'il est seul. Mais bon, si on pousse encore extrême, oui. Donc, je reviens à l'adaptation. Toutes les espèces, là, c'est un peu plus flagrant pour les espèces qui sont assez grosses, comme le renard. On peut voir, dans le fond, son camouflage, d'une certaine façon, il est adapté à son environnement. Et ça, c'est un processus qu'on avait, puis je vais y revenir, la sélection naturelle, on en avait parlé. Il y a 2 types d'adaptation. Une adaptation physique, donc, et comportementale. Donc, chaque espèce peut ressembler à quelque chose. Donc, l'adaptation physique, c'est de quoi tu as l'air. Et l'adaptation comportementale, c'est comment tu bouges. Hein? C'est quoi ton comportement? C'est simple comme ça. Et là, je donne quelques exemples. Le mimétisme, qui étant la capacité ou en fait le fait qu'une espèce va mimer une autre ou faire semblant d'être une autre, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Par exemple, on pourrait ici tenter de... on a l'espèce de papillon avec des yeux qui peut ressembler à... Rima, c'est pas dans l'image des renards. Les 2 renards du haut, c'est la même espèce. Le renard du bas, c'est pas la même espèce. Mais je parle juste d'adaptation au sens général. Tu vois très bien que probablement le renard roux, il est mieux camouflé dans son environnement que le serait, par exemple, le renard arctique dans un environnement de forêt tempérée. Donc, c'est un camouflage, effectivement. Donc, c'est une adaptation physique. Comme l'ours polaire ici, hein, il y a un pelage très pâle, presque blanc. C'est du camouflage. Si on ressemble à une autre espèce, c'est plutôt du mimétisme. Il y a des adaptations comportementales. J'en mets quelques-unes à l'écran. Par exemple, on peut avoir une espèce qui se met en gang pour chasser, comme les loups. Donc, c'est des tactiques de chasse. Même les végétaux ont des comportements, n'ont pas juste des adaptations physiques. Hein. Le fait d'avoir la capacité de se réorienter vers la lumière pour en capter un maximum d'énergie, c'est ce qu'on appelle le phototropisme. Et c'est un comportement. Donc, je vous remets rapidement une vidéo qu'on avait vue ensemble. Sur le processus de l'évolution. Je vais le commenter rapidement. Là. Chaque être vivant, j'en ai parlé, j'aimais la réponse de Sundus. Il y avait, à propos de la nécessité de se reproduire, en fait, c'est parce que un être vivant meurt par définition. Hein? Il grandit, évolue, ça fait partie de ses caractéristiques. Et puisqu'il doit mourir, s'il ne laisse pas de descendants, l'espèce va s'éteindre. Donc, on pourrait avoir une espèce de concept général qu'un être vivant va, en fait, ça fait partie aussi de ses caractéristiques, va nécessairement se reproduire. Et ces rejetons, en fait, ces descendants, ne vont pas être 100% une copie de lui-même. Hein? Vous voyez à l'écran des espèces d'êtres imaginaires, mais c'est juste pour comprendre, tout être vivant se reproduit et donne des descendants un peu différents les uns des autres. Et dans un environnement donné, il y aura des caractéristiques. Hein? Si tu as un pelage beaucoup mieux camouflant dans l'environnement, ça va t'aider à survivre à, par exemple, des prédateurs. Et lorsqu'on a différents habitats, différents endroits sur Terre qui peuvent être avec des différents environnements ou
arrière-plan possible, on pourrait avoir un camouflage qui est plus ou moins bon dans certaines situations et on aura forcément des différents individus qui vont mieux survivre dans des situations données. Donc, à l'écran, là, vous voyez, par exemple, des petits qui sont peut-être un peu plus verts cette fois-ci. S'il y a un changement environnemental, comme par exemple une abondance de précipitations pendant plusieurs mois et une apparition de végétation, forcément, les descendants qui seront verts vont être mieux camouflés et auront plus de chances de survivre et se reproduire. Ça, c'est le grand processus de l'évolution et ça prend énormément d'années, énormément de temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait même en 100 ans, c'est beaucoup plus que ça. Ça prend des tonnes et des tonnes de générations. C'est Darwin, Charles Darwin, qui nous avait un peu édicté les grandes lignes de cette théorie qui tient encore la route, étant la chose à retenir. Donc, illustré un peu à sa façon, un oiseau avec un certain bec pourrait engendrer descendance qui aurait, vous le savez, hein, vous n'êtes pas pareil comme vos frères et sœurs. Donc, les bébés d'un oiseau donné pourraient avoir des formes de bec plus ou moins différentes. Bien entendu, là, c'est extrêmement marqué à l'écran, mais des fois, c'est subtil, puis c'est en fait, c'est toujours subtil et c'est progressif. Ça prend des tonnes et des tonnes de générations. Mais dans un environnement donné où est-ce qu'on aurait une disponibilité de nourriture différente, il pourrait y avoir des fleurs, puis des graines assez grosses, il pourrait y avoir des becs qui sont plus adaptés pour se nourrir et forcément, ce sera ces individus-là qui vont survivre et éventuellement pouvoir se reproduire. Donc, si on a, par exemple, deux individus qui sont sensiblement différents, qui réussissent à bien se nourrir, ben, eux vont pouvoir engendrer des enfants, des bébés, puis qui risquent de leur ressembler, même s'ils ne sont pas totalement pareils, comme on vient d'en mentionner. Puis au bout de tonnes et de tonnes de générations. Donc, le mot-clé ici, plusieurs générations. C'est un processus lent, évolutif, c'est l'évolution. On va avoir l'apparition d'une nouvelle espèce. Donc, au bout de tonnes de générations, les individus qui étaient au départ de la même espèce vont plus être capables de se reproduire et n'auront plus du tout la même niche écologique, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'apparaissent de nouvelles espèces. Malheureusement, il y en a plus qui disparaissent qu'il y en a qui apparaissent. Donc, en quelques points, là, point de forme, ça prend un changement dans le milieu pour qu'éventuellement, ça provoque l'apparition de nouvelles espèces. Par exemple, là, je vous avais montré les lapins l'an dernier. Si l'environnement se met à être complètement glacé, complètement froid, puisque les individus ne sont pas tous identiques, il y a ce qu'on appelle une sélection naturelle. Charles, ici, couche. Une sélection naturelle, c'est le fait que les individus les mieux adaptés survivent, autant face à des prédateurs que dans un environnement pour se nourrir ou se reproduire. Toutes les stratégies sont bonnes et la sélection se fait avec l'individu le mieux adapté. Donc, là, dans l'exemple des lapins, ce serait ceux qui sont plus pâles, ont plus de chances de ne pas se faire manger et ont plus de chances d'engendrer des petits qui leur ressemblent. Et on aura l'apparition d'un lièvre arctique, par exemple, donc des individus adaptés. Bonjour, Migrelli. Monsieur, point d'interrogation. Tu as une question, tu peux l'écrire, il n'y a pas de souci. C'est noté, Migrelli, vas-y. Donc, on en vient à la pyramide taxonomique. Le mot-clé, la taxonomie, s'il y en a qui se rappellent, salut Migrelli. C'est comme un système de classification des êtres vivants. Donc, on veut pouvoir distinguer les différentes espèces. Hein, c'est au sommet de la pyramide ou au bas, si on avait inversé. Donc, on a tout ce qu'on appelle le monde vivant, qui est l'ensemble de cette fameuse pyramide-là. Et il y a une espèce de taxonomie, là, c'est des taxons, c'est une façon de classer ça. Donc, c'est là qu'on va dire, par exemple, qu'un tigre et un chat sont plus proches les uns les autres qu'un tigre et un érable, par exemple. Mais l'érable et le chêne sont plus proches. Donc, ça dépend, dans le fond, de l'espèce de classification qui va par escalier qu'on peut faire de tous les vivants. Donc, on va y revenir. Il y avait 7 critères pour déterminer les vivants. Il y a au total 5 règnes. C'est les points ou les marches d'escalier sur lesquelles je m'étais arrêté l'an dernier. Les 5 fameux règnes, hein, les animaux dont nous faisons partie, les champignons, j'en ai parlé tantôt, tous les êtres qui décomposent, c'est les décomposeurs, les végétaux, qui sont les producteurs, ceux qui produisent la matière vivante.
Et il y avait finalement les protistes et les monaires. Donc, les protistes, là, c'est peut-être les plus complexes. Les monaires, on pourrait utiliser le terme bactérie, ce serait tout aussi bon. Les bactéries sont les seules qui sont composées d'une seule cellule. Donc, c'est très difficile de voir un peu leur reproduction. C'est des organismes unicellulaires. Les protistes peuvent être unicellulaires, mais généralement, c'est des organismes qui sont un peu plus complexes. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, là, mais ce sont des micro-organismes aussi. Les espèces, on vient d'en parler. Pour être de la même espèce, il y a 3 critères. Et une petite parenthèse sur la dénomination binominale. Hein? C'est la façon qu'on a de nommer les différentes espèces. Donc, si on veut reconnaître, par exemple, les humains, hein, au niveau écologique, au niveau biologique, on s'appelle les Homo sapiens. Donc, notre espèce, le terme, c'est du latin, ça s'écrit en italique, Homo sapiens. Ça vient ensemble. Et le premier terme, lorsqu'on nomme ça, c'était ce qu'on appelle le genre. Hein? Les Canis lupus, c'est les chiens. Donc, Canis, c'est le genre. On avait utilisé l'an dernier une clé taxonomique. Donc, qu'est-ce qu'une clé taxonomique? C'est un outil. Vous devez être capable de l'utiliser, ce genre d'outil. Vous en aurez dans des examens et même dans la petite fiche d'évaluation révision, j'en ai mis une. Donc, comment ça fonctionne? Hein? Vous avez comme une espèce d'arbre, une hiérarchie, et vous avez différentes espèces. En fait, on veut déterminer de quelle espèce fait partie, soit un animal donné ou un végétal donné, n'importe quel. Donc, là, pour l'exemple présent, c'est un végétal puisque c'est les feuillus dont on parle. C'est un arbre décisionnel. Donc, on part d'en haut. Donc, vous voyez, là, si je prends la clé taxonomique des feuillus, la première chose que j'aurais à faire, je prends une feuille de mon arbre que je devrais distinguer et je dois choisir dans mon embranchement, je vais branche par branche. Est-ce qu'il s'agit d'une feuille composée ou d'une feuille simple? Pour déterminer de quelle espèce il s'agit lorsque j'ai une feuille. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça, une feuille composée ou une feuille simple, c'est plutôt simple. Les clés taxonomiques viennent toujours avec des glossaires. Vous aurez un glossaire parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on connaisse tous les termes d'une discipline donnée. Par exemple, une feuille composée, bien là, on a un bel exemple, et une feuille simple. Dans le cas présent, la petite feuille verte serait une feuille simple. Donc, on choisit, par exemple, feuille simple, et on passe au prochain embranchement. Il s'agit de sélectionner maintenant s'il s'agit de feuilles entières ou de feuilles lobées. Il faudrait aller voir le glossaire, mais on descend un peu comme ça, puis on finit par aboutir, à force de faire des choix, sur l'espèce dont il s'agit. Et là, on pourrait déterminer que cette feuille-là appartient à un saule parce qu'on a descendu la clé taxonomique et on a identifié l'espèce. Il y a Malak qui pose une bonne question. Là. Monsieur, quand on fait caca, est-ce qu'on perd toute la nourriture qu'on a mangée? Je pense qu'on pourrait faire le lien avec ce qu'on va voir un peu plus tard, là, dans une trentaine de minutes. Les êtres vivants grandissent. Pour grandir, ça veut dire que vous accumulez de la masse. Donc, Malak, tu peux faire la déduction, c'est-à-dire que lorsque tu es en croissance, mais pas seulement en croissance, mais disons, on part de là, parce que tu l'es, parce que, par exemple, les arbres le sont. En général, en ce moment, il y a l'apparition des feuilles, on est au printemps. Donc, une certaine croissance implique une augmentation de masse. Hein? Il y a plus de masse. Si tu es plus grand, tu es un adulte, tu es plus lourd. Si tu as plus de masse, tu auras plus d'atomes. On a vu que la masse, c'est des atomes. Et les atomes, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, on est obligé de les prendre quelque part. Ça veut dire que lorsque tu te nourris, tu prends les atomes de la nourriture et tu en fais toi. Tu les absorbes pour grandir. Et là, la question, ça va te dire, une fois que tu es adulte, une fois que tu es adulte, tu auras quand même besoin de nouveaux atomes pour tout ce qui est réparation. Tu n'es pas sans savoir qu'on produit une quantité incroyable. Je ne sais pas si tu te rappelles, au Centre des sciences, on avait vu tout ce qu'on produit là, comme sueur, comme urine, là, c'est comme le caca, là, mais comme morve, tout le liquide qu'on produit, c'est une quantité de fou. Les poils, les cheveux qui nous poussent, la peau qui tombe,
Euh, tout ça sont composés de matière et devront nécessiter, encore une fois, de l'ajout de matière. Maintenant, c'est sûr que si tu veux confirmer combien d'atomes tu as conservé suite à un certain repas que tu as mangé, ben, tu pourrais faire une expérience relativement simple. Hein, c'est prendre ton assiette. On évite des espèces de commentaires déplacés, là, mais on pourrait prendre une assiette, peser la masse de ce que tu ingères, puis peser la masse de ce qui va sortir dans la toilette. Donc, si tu pèses la différence entre les deux, ça sera ce que ton corps aura conservé comme atome. Donc, c'est sûr que ce n'est pas 100% du poids qui est rejeté, mais tu décomposes aussi la matière. On va en reparler lorsqu'on va parler de la respiration cellulaire. J'espère que j'ai bien répondu. La nourriture qui même nous sert pas, on retire l'énergie. Oui, effectivement, c'est l'énergie qu'on va prendre en cassant les molécules. Donc, on vient de passer à une autre série d'éléments de l'écologie. On rentre un peu plus dans la biologie. Donc, une des caractéristiques des vivants, c'est qu'ils étaient composés de cellules. On a vu cette année qu'à l'intérieur d'une cellule, bien sûr, on savait l'an dernier, il y avait un noyau. Donc, le noyau, c'est comme le cerveau, c'est comme le centre de contrôle de la cellule. Dans le noyau, il y a de l'information primordiale. Donc, cette information-là, elle est stockée dans une espèce hélice entortillée, sous la forme de chromosomes. Donc, les chromosomes, ce qui est important, c'est de savoir qu'ils sont dans les noyaux de toutes les cellules, de tous les vivants. Et que ce grand hélice-là entortillé, qu'on appelle l'ADN, si on en prend des petites portions, c'est ce qu'on va appeler des gènes. Donc, le chromosome, ben, il y en a plus ou moins, dépendamment de l'espèce. Nous avons 23 paires de chromosomes dans chacune de nos cellules, sauf les gamètes. Et une petite portion plus ou moins longue peut déterminer un gène donné. Donc, gène dans le chromosome dans le noyau. Qu'est-ce qu'un gène? On a vu ça ensemble cette année. Il y en a qui l'ont peut-être pas vu, mais normalement, la plupart l'avaient vu avec moi. Là, c'était à la fin, au début du confinement ou juste avant. Donc, une portion de l'hélice peut déterminer, par exemple, la couleur des yeux, la forme des cheveux, la physionomie, ou le sexe, la pilosité, les allergènes. Tout est déterminé, tout est écrit dans une espèce de code barre que sont les gènes, qui sont des portions de chromosomes. C'est là qu'on en reste, c'est-à-dire ce que vous devez savoir, un peu le rôle des gènes, c'est de déterminer une caractéristique qui vous détermine. Les caractéristiques du vivant, il y en avait 7. Hein? Tous les êtres vivants sont composés de cellules, grandissent, se reproduisent, consomment de l'énergie, que ce soit de la lumière ou en se nourrissant, c'est consommer de l'énergie, font des échanges avec le milieu. Hein. Vous respirez, donc, puis justement, vous allez uriner, vous faites caca. Là, ici, vous avez un oiseau qui défecte. Donc, ce sont des échanges. J'ai pris quelque chose, par exemple un brocoli, puis il est sorti quelque chose d'autre de mon corps, que ce soit sous la forme de sueur ou que ce soit sous la forme d'urine, ce sont des échanges. Ou même quand je viens de dire que vous respirez, vous rejetez du CO2 dans l'atmosphère. Ça fait partie des échanges. Tous les êtres vivants, même si c'est lent la réaction, réagissent aux stimuli. Là, vous avez un combat entre différents oiseaux, mais on parlait tantôt de phototropisme. Les végétaux vont s'orienter vers la lumière. Il s'agit d'une réaction aux stimuli et finissent par évoluer et on voit l'apparition de nouvelles espèces. Ça serait très intéressant de se projeter dans 3000 ans pour voir quelles nouvelles espèces seraient sur Terre. Hakim nous pose la question, est-ce que le fait d'être gaucher ou droitier, c'est dans nos gènes? À cette question précise, je mettrais un bémol parce que je ne suis pas le spécialiste de tous les gènes. Je dirais que oui, c'est dans les gènes, mais je devrais aller vérifier quand même cette information. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Hein. Ce n'est pas écrit que vous allez aimer les bananes plutôt que les pommes ou préférer les bananes plutôt que les pommes, mais il y a certaines aversions à certains goûts qui sont écrits même dans les gènes. Donc, c'est subtil, la portion innée, la portion acquis.
Bon, ce qui est des gènes, on parle de la portion innée. Il y avait deux types de cellules. Donc, si on était composé de cellules, il faut être capable de reconnaître la cellule végétale de la cellule animale. Essentiellement, lorsqu'on a une forme plutôt géométrique, avec des côtés rigides, c'est végétal. Là, il y a de la couleur, ça vous aide. Là. Une grosse vacuole aussi, c'est un indice d'une cellule végétale. Les fonctions de la cellule, c'est un peu comme des êtres vivants. Hein. Chaque cellule, on peut s'imaginer même qu'il y a il y a un certain règne du vivant, les monaires, donc les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires. Bon, à l'intérieur même de la cellule, ils font à peu près tout ce que, ils font tout ce que les vivants font et on peut s'imaginer que chacune de nos cellules a un peu la même fonction. Hein. Chacune de vos cellules se nourrissent, digèrent, produisent de l'énergie, échangent de l'information. Si on parle de l'ADN ou des gènes avec sa voisine, hein. Si vous vous faites mal, il y a des cellules, les plaquettes qui vont arriver d'abord pour boucher un peu la plaie. Il y a des nouvelles cellules qui vont se former hein, parce qu'on va vouloir réparer. Là, vous êtes capable de vous réparer, donc fabriquer des substances. C'est ça, c'est qu'il y a une cellule qui va échanger l'information, dire OK, ici, il y a un trou. Qu'est-ce que je dois fabriquer? Je dois fabriquer une nouvelle cellule de peau. Maintenant, c'est de l'information, ça. Donc, chaque cellule communique entre elles pour dire, OK, là, moi, je vais jouer le rôle de la peau. Demain matin, je vais être rendu de la peau. Et éventuellement, bon, ça fait partie des rôles de chacune des cellules. Et chaque cellule finit par mourir. Donc, toutes les cellules de votre corps, je ne sais pas combien de fois, ça dépend de chacune des cellules. Hein. Votre peau, vous la changez plusieurs fois dans une vie. Il y a d'autres cellules qui c'est plus long à changer, mais chaque cellule finit par mourir. Et quand vous grandissez, vous avez beaucoup plus de cellules qui naissent qu'il y en a qui meurent, mais quand on va vers la fin de vie, la vieillesse, c'est l'inverse. Vous devez être capable de repérer les principaux constituants des cellules, pas toutes, hein, on avait vu plusieurs. Là, je vous mets en noir là, les éléments essentiels. Donc, le noyau, l'espèce de boule au centre dans lequel on contient les chromosomes et toute l'information. Le cytoplasme dans lequel baigne tout. En fait, c'est comme une gelée. Hein? Le noyau, il baigne là-dedans. Et la membrane, qui est ce qui entoure la cellule, la membrane cellulaire. Ça, c'est ce qu'on peut voir essentiellement au microscope. Pour la cellule végétale, on pourrait spécifier aussi que le chloroplasme, c'est ce qui un peu détermine les végétaux, leur capacité à être des producteurs, provient du fait qu'ils transforment la matière inerte en matière vivante par les chloroplastes. Et la plupart des végétaux ont une paroi cellulosique. C'est ce qui fait que, par exemple, un arbre, c'est très solide. Hein, je peux y rentrer dedans, alors que vous êtes mou. Donc, même chose, mais vu du microscope, vous êtes capable de les repérer. Justement, c'est relativement simple. C'est pas des schémas hyper complexes. Hein. Vous voyez des espèces de ronds avec des petites bulles au centre. C'est juste ça qu'il faut être capable de déterminer la différence entre les deux. La cellule, Léla pose la question. Tous les animaux ont des cellules animales. Donc, les êtres humains, on a des cellules, Léla, comme l'image à droite. Donc, là, ils sont en bleu, mais c'est pas coloré en bleu, hein, vous le savez. Vous avez des cellules de peau plus ou moins de différentes couleurs, puisqu'on est tous de couleurs différentes. Donc, le bleu étant juste un colorant qui est mis là, mais on a tous des cellules animales. Donc, tous les êtres animaux, hein, partant de la fourmi, de l'insecte, aller jusqu'à l'oiseau, la baleine, l'être humain, on est tous composés de cellules animales. Les végétaux, hein, les brins d'herbe, les arbres, les arbustes, les fleurs sont tous composés, même tout ce que vous mangez comme étant végétal. Là, un oignon, ça c'est une tranche d'oignon en passant à l'image de gauche. C'est des cellules végétales. Bon, Adam fait des présuppositions. On ira voir sur Internet. Après le cours, j'ai une question. Est-ce qu'un arbre, quand on le casse, une branche, il est... OK. Lorsque vous brisez une branche d'un arbre, c'est à peu près comme lorsque vous cassez le bras de quelqu'un. En fait, vous brisez une partie de ses cellules. Éventuellement, si vous détachez la branche, ça veut dire que c'est comme si on lui enlevait le bras. Les arbres sont des organismes très particuliers qui n'ont pas le même genre d'organes vitaux que nous avons. Hein. Nous avons des yeux. On en a deux, la plupart des êtres humains. Si j'en enlève un, je ne peux pas en avoir un.
si je m'enlève les deux yeux ou ils sont dysfonctionnels, je ne pourrais pas en avoir d'autres. Les arbres ont des sens qui ne sont pas des yeux, mais qui leur permettent de faire ce qui leur sert à eux à rester en vie. Et c'est un peu distribué de façon uniforme dans presque l'ensemble de l'individu. Ça veut dire que si tu enlèves une branche, c'est pas vraiment comme si tu enlevais un bras parce qu'avec le reste de ses branches, il pourra continuer à faire ce qu'il avait besoin de faire, c'est-à-dire échanger avec ses congénères, avec son environnement, réagir aux stimuli, se reproduire. Tout ça, il est capable de le faire avec l'entièreté de son lui-même. Ses sens sont vraiment répartis dans l'ensemble. Mais bien entendu, il ne peut pas y enlever toutes ses branches. Là. Un arbre a besoin de ses branches, ça fait partie de son ensemble. Il n'y a pas besoin de 100% de ses branches. J'espère que je t'ai répondu. Les principaux constituants, à quoi ça sert dans une cellule? OK? À quoi ça sert le noyau versus la membrane? Ça, je m'en tiens, là, on avait vu ça dans le détail. On avait vu même les mitochondries et toutes les petites portions, là, à quoi ça servait. On peut regarder juste un petit look général. Hein. Dans le noyau, c'est quoi? C'est de l'information. Donc, c'est plus facile pour vous de retenir, pas besoin d'utiliser des termes scientifiques, mais on est habile de dire, ben, c'est là qu'elle est l'information. Si vous vous rappelez que ce sont les gènes, que c'est l'ADN qui est là-dedans, c'est tant mieux. L'espèce de jello dans lequel tout ça baigne, hein, j'ai écrit ça, on pourrait simuler ça ou synthétiser ça comme étant le transport de l'information ou des substances utiles. Hein. Tout ça baigne dans quelque chose, donc ça se déplace. C'est comme les autoroutes, hein? C'est comme on peut se déplacer là-dedans. Et puisque les cellules sont toutes distinctes l'une de l'autre, les échanges se font par la paroi cellulaire. Donc, c'est par ça qu'on peut communiquer de cellule en cellule. Et on pourrait retenir ça, là, de la paroi, le rôle de la paroi. Pour les végétaux, la paroi cellulosique sert de structure, hein? C'est ça que je vous ai dit, c'est solide. C'est donc dur comme l'écorce d'un arbre. Et ça sert de structure. Je vous ai dit, la chloroplaste, c'était ce qui est à la base des photosynthèses. On vient de passer un petit transfert qu'on fait entre l'écologie et la biologie progressivement. Cette année, on a vu qu'il y avait deux termes très, très faciles à comprendre, les intrants et les extrants. Donc, on va parler d'intrants d'une cellule comme étant toutes les substances qui entrent dans une cellule et on va parler d'extrants d'une cellule comme étant tout ce qui sort d'une cellule. Donc, peu importe laquelle cellule dont on parle, ce que vous voyez à l'écran, c'est une cellule animale. Hein, et pour une cellule animale, vous êtes composé de cellules animales. De quoi vous voulez... Oups, pardon. Charlie, viens ici. Viens ici. Allez. Et couchez ici. Pardon, je suis là. Couche-toi. Couchez. Donc, vous êtes des animaux. De quoi vous vous nourrissez? Hein? Si on vous enlève votre oxygène, vous n'allez pas survivre longtemps. Et je vous ai dit qu'on... Tu fais non. Si vous ne vous nourrissez pas, vous risquez de mourir de faim aussi. Ben, en fait, c'est sûr que vous allez mourir de faim. On mange trois choses, essentiellement des protéines, des gras, des lipides et des glucides, donc des sucres. On pourrait dire que les intrants nécessaires à la cellule animale seraient les sucres, parce qu'on transforme nos lipides, par exemple, en sucre. La cellule animale a besoin de sucre et d'oxygène. Qu'est-ce qu'elle rejette maintenant? Qu'est-ce qui sort de cette fameuse cellule-là? Il sort de l'énergie, heureusement. Hein, c'est pour ça que la cellule peut agir ou interagir avec les autres. Et c'est pour ça que vous pouvez bouger. Vous avez une certaine transpiration, une urine. Donc, l'eau, ça fait partie des extrants de la cellule. Et vous expirez quoi? Du CO2. Donc, la respiration cellulaire, c'est vous absorber de l'oxygène pour en ressortir du gaz carbonique. Curieusement, et on a vu ça cette année, il y a des cellules dans le sang. Oui, dans votre corps, là, vous n'êtes que composé de cellules. C'est que des cellules. C'est une question de là-dedans. La cellule végétale, elle, ce qu'elle a besoin pour survivre, elle prend de l'eau. Hein, une plante ou un arbre, on doit l'arroser. On avait parlé que les arbres se nourrissent principalement de CO2, mais là, ça, c'est plus dur de le faire d'instinct. Là. Si vous êtes capable de vous en rappeler, tant mieux. Et vous êtes capable au moins de savoir qu'il faut arroser une plante. Donc, un intrant de la cellule végétale, c'est de l'eau.
et vous devez éclairer une plante pour qu'elle survive. On avait fait même pousser des choses l'an dernier. Donc, l'éclairage, la lumière, il s'agit de l'énergie qui entre dans les cellules. C'est un intrant puisque c'est ce que la cellule a besoin. Et la cellule végétale, ce qu'elle produit, c'est de l'oxygène par la photosynthèse. Et ce qui la compose, c'est du sucre, c'est les végétaux qui forment des carottes, des tomates et tout, qui sont aussi des sucres. Et vous remarquez que la cellule végétale et la cellule animale, leurs intrants et extrants sont complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, là, ce qui rentre dans une cellule animale, c'est ce qui sort dans une cellule végétale. Ce qui entre dans une cellule végétale, c'est ce qui sort dans une cellule animale. Ça se complète et c'est juste merveilleux parce que, dans le fond, sans les végétaux, on ne pourrait pas être là et sans nous, les végétaux ne pourraient pas être là pratiquement. Donc, on a une espèce de complémentarité tout à fait bénéfique pour la vie de tous. Et les termes qu'on utilise justement pour définir le fait qu'il y a certains intrants qui rentrent dans la cellule végétale et des extrants qui en sortent, ça, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la photosynthèse en bas et en haut, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. On pourrait dire la respiration, ce serait tout aussi bon. Ou presque. Un terme, ça, c'est pas tout le monde qui l'avait vu avec moi. Là, ceux qui ne l'ont pas vu, là, vous essayez de capter les grandes lignes. Lorsqu'on met un soluté, par exemple du colorant, vous avez une belle image à l'écran là, du colorant. Si je dépose une petite goutte dans l'eau, vous n'avez pas besoin de rien faire. Si vous en avez à la maison du colorant alimentaire, ça vaut la peine de l'essayer. Vous déposez une petite goutte. Je l'avais fait en classe, puis vous attendez. Vous ne faites rien. Rien faire va faire que on va passer progressivement vers l'image qui est à votre droite, c'est-à-dire que l'eau va finir par être entièrement colorée. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle, c'est écrit en bas, la diffusion. Donc, le fait qu'un soluté va s'en aller un petit peu partout dans la solution, c'est parce les concentrations, c'est mathématique, hein, c'est statistique. Le fait de se collisionner, tous les atomes et les molécules finissent par occuper tout l'espace disponible et c'est inévitable, ça va occuper tout, ça va tout être de même concentration qu'on dit. Donc, la même quantité de soluté dans un solvant donné. J'avais à l'écran, là, maintenant, les deux phénomènes opposés. Je vais les laisser rouler tranquillement. Mais remarquez que dans l'image de droite, on a le déplacement des petites billes vertes qui se déplacent. Vous avez une cellule dessinée en orange avec le noyau en violet. Et dans l'image de droite, les deux images de droite, là, vous avez les petites boules vertes qui représentent le soluté. Je vais le remettre, là. Je le refais. Hop. Je le fais lentement. Donc, c'est ce qui se produit. Vous avez des concentrations différentes à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Et le déplacement des petites boules vertes du soluté dans une solution se fait juste pour équilibrer les concentrations. Si on avait une concentration donnée, là, je vais le refaire encore une fois, vous avez une concentration très faible ici en haut à droite dans une cellule et une plus grande concentration autour, dans l'environnement de la cellule. Bien, naturellement, les petites billes vertes vont vouloir migrer vers l'intérieur de la cellule, ou on pourrait avoir la situation inverse juste en dessous, là. Vous avez une grande concentration dans une cellule de petites billes vertes. Il y en a beaucoup dans un même volume. Et les petites billes vont vouloir se déplacer. Les petites billes représentent là, des molécules et des atomes d'un soluté donné. Et ils veulent juste comme occuper, un peu comme l'image que je viens de vous montrer, là, le colorant dans l'eau, ils veulent occuper tout l'espace. Donc, qu'est-ce que ça finit par être? Ça finit par être des concentrations équilibrées. Là. Vous voyez, le déplacement, là, ça fait juste tout devenir pareil, la même concentration, le même nombre de billes pour un volume donné. L'image de gauche, elle, pour le phénomène opposé qu'on appelle l'osmose, est assez indispensable pour la vie, c'est que parfois, les billes de soluté sont trop grosses pour circuler. Parce qu'il y a des espèces de membranes, c'est comme des filtres, hein, des espèces de grillages dans lesquels les petites billes ne peuvent pas passer. Quand les petites billes, qui sont le soluté, ne peuvent pas passer,
À ce moment-là, c'est le solvant qui va se déplacer. Dans ce cas-ci, ce serait de l'eau. Hein, c'est souvent de l'eau. Et là, je remets encore l'image. On a en haut à gauche une concentration plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. En bas à gauche, vous avez une concentration plus grande à l'intérieur de la cellule. Si les petites billes sont trop grosses, on a des petites billes rouges. À ce moment-là, c'est le solvant qui va se déplacer. Là, vous voyez des flèches blanches pour montrer que, dans le fond, les petites billes ne changent pas d'endroit. On a juste l'eau qui se déplace. C'est elle qui peut passer au travers de la membrane pour finalement avoir des concentrations similaires. Vous avez même une cellule qui a grossi en bas à gauche, qui a diminué en haut à gauche. Et ce phénomène-là, on appelle ça l'osmose. Donc, quand c'est le solvant qui se déplace, on appelle ça l'osmose. Et si c'est le soluté, on appelle ça la diffusion. Un exemple tout ce que vous devez être capable, c'est de reconnaître les deux. Chercher à comprendre qu'une concentration va chercher à vouloir être la même partout dans une solution donnée. Ça se fait naturellement. C'est soit le soluté ou le solvant qui se déplace. Donc, une concentration, c'est la quantité de soluté dans un solvant. Et là, si c'est un ou l'autre qui se déplace, ça va s'appeler osmose ou diffusion selon. À quoi ça sert, ça? Rapidement, par exemple, si je vous montre à l'écran, un arbre, un végétal donné, qui veut boire de l'eau. Hein? Si je n'ai pas d'eau dans l'arbre, ça veut dire que j'ai peu de solvant dans une solution d'arbre, mettons sa sève. Et là, vous avez dessiné en haut, ici, là, dans l'arbre, une forte concentration. Et dans la terre, s'il n'y a plus, ou dans le fond, c'est là qu'il y a la majorité d'eau, il y a une concentration beaucoup plus faible, donc il y a plus de solvant, il y a plus d'eau. Donc, c'est par le phénomène de l'osmose que le solvant va se déplacer progressivement dans les cellules de l'arbre, tout naturellement, par l'osmose, et ça va permettre à l'arbre de s'approvisionner en eau. On pourrait avoir une autre situation. À ce moment-là, des fois, l'arbre a besoin de certains minéraux, hein, des atomes autres que le H2O pour bâtir ce dont il est fait. Et à ce moment-là, ben, les minéraux sont où? Sont dans le sol. Ben, s'il y a plus de minéraux dans le sol, j'ai mis des concentrations plus grandes au pied dans le sol, et une concentration de moins grande. Les minéraux, c'est le soluté. Ben, à ce moment-là, ça va être par diffusion que l'arbre va absorber les minéraux dont il a besoin. La nature est bien faite, c'est trop magique. Hein? Chaque cellule est capable de produire comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe aussi dans votre bedon. Hein? Ça se passe dans votre intestin. Et les échanges qu'on fait avec tous les nutriments qu'on mange, on parlait de nourriture puis de défection tantôt, hein? C'est par osmose et diffusion qu'on est capable d'absorber les différentes substances dont on a besoin. Adam, il m'écrit en arabe, je ne comprends pas. Vaut-il la peine que je fasse la traduction, Adam? Je regarde là. Bon. Je fais ça vite, on termine avec la reproduction. Il nous reste le volet reproduction. Bon, on va en avoir peut-être une quinzaine de minutes. L'an dernier, on avait distingué une reproduction sexuée d'une reproduction asexuée. Très simple, quand vous regardez l'image, en haut, vous avez la reproduction sexuée, donc ça prend deux individus pour engendrer un troisième. Et une reproduction asexuée, ça se fait tout seul. En soi, vous devez être capable de vous rappeler des deux termes, hein, sexué, asexué. Vous devriez aussi être en mesure de me dire, ben, c'est quoi l'avantage, puis c'est quoi l'inconvénient. Hein? La reproduction sexuée, ça produit une très grande diversité génétique. Ça, pour s'en convaincre, vous n'avez qu'à regarder, par exemple, la variété d'apparence que les êtres humains, on peut prendre. Hein? Puisqu'on est de reproduction sexuée, les êtres humains, vous vous en doutez, il y a des hommes, il y a des femmes. Et ça engendre des individus qui sont tous différents. Une très grande diversité, donc une meilleure adaptation face à des nouveaux changements. Puis là, on pourrait faire le lien avec le COVID actuellement parce qu'il y a peut-être des individus qui sont plus adaptés que d'autres puisqu'on est tous différents face à une certaine maladie. La reproduction asexuée, elle, son avantage, c'est d'être extrêmement rapide et facile. Hein? Tu fais ça tout seul dans ton coin, tu cherches à rien, tu fais ça tout seul. Les ours sont des hippopotames. Il y en a plusieurs qui aiment ça. Ah oui, ben oui, c'est ça qui est écrit. Cool. Moi aussi, je trouve ça drôle. L'inconvénient de la reproduction sexuée, c'est, là, je le mets en termes scientifiques, là, énergivore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça consomme de l'énergie. Hein, vous le savez, lorsqu'on veut avoir un partenaire, une partenaire, hein, s'engendre l'espèce de
paranuptiale, que ce soit pour les animaux ou même les êtres humains. Hein, on doit commencer à se plaire d'abord, se séduire et tout. Et tout ça, c'est un processus qui est long et c'est pas toujours optimal lorsque on veut une reproduction très rapide. Mais il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein? C'est chaque espèce se reproduit d'une façon donnée. La reproduction asexuée, son inconvénient, c'est que c'est tous des clones, donc c'est une très grande pauvreté génétique, c'est ce que j'appelle. Donc, c'est des clones, c'est des copies conformes. Chaque individu, c'est une copie de l'individu mère. La reproduction sexuée utilise ce qu'on appelle des gamètes. Là, je vous mets celle qui est semblable aux êtres humains. Hein. Officiellement, ce sont des spermatozoïdes et des ovules. Et c'est la rencontre de ces deux gamètes-là, qui sont des cellules spécialisées, qui contiennent une partie du bagage génétique de maman, une partie du bagage génétique de papa, qui se rencontrent, qui forment le nouvel individu. Dans la reproduction asexuée, c'est simplement une espèce d'excroissance de la cellule, parce que la cellule se divise tout naturellement, et qui va finir par former un nouvel individu. Donc, reproduction asexuée, c'est beaucoup les végétaux qui font ça. J'en mets quelques-uns à l'écran. Hein. C'est pas de connaître toute la gang, hein, juste d'en savoir quelques-uns. Peut-être que vos parents font du bouturage, hein, découpent une petite branche, comme Lina disait tantôt, puis la laisse dans l'eau jusqu'à temps qu'il se forme des nouvelles racines. C'est un exemple de reproduction asexuée. Il y a plein d'autres moyens. Hein. Les patates se dupliquent elles-mêmes là, sous la forme de tubercules. Si vous en savez d'autres, là, vous êtes capable de peut-être nommer dans vos propres mots ces différentes façons de se faire des espèces de clones de soi-même. Ça se produit aussi chez certains animaux. La reproduction asexuée, c'est pas réservé aux végétaux, là, mais c'est ce que vous avez à retenir là, dans vos mots, là, qu'on peut prendre un petit morceau de l'individu pour en faire un nouveau. Beaucoup de végétaux, en fait, l'entièreté des végétaux à fleurs, ont une reproduction sexuée. Donc, je vous rappelle, ça prend deux individus différents. Vous avez l'anatomie d'une fleur à l'écran. Lorsqu'on a un petit morceau de pollen qui finit par aboutir dans le cœur, dans le pistil femelle d'une fleur, il y a la rencontre des deux gamètes et ça produit éventuellement un fruit. Donc, c'est comme ça qu'arrivent à se reproduire tous les végétaux à fleurs. Je résume maintenant comment se produit ça. On va prendre le temps. Donc, tout le monde savait que lorsqu'on prend un fruit, à l'intérieur d'un fruit, ben, il y a des graines. Et ces graines-là, vous l'avez fait en classe, hein, on est capable de les mettre dans un sol plus ou moins humide et chaud. Et il y aura la germination de cette graine-là, puis éventuellement le développement d'une petite pousse hein, qui va donner un nouveau plant. Donc, c'est comme ça que fonctionnent vraiment tous les végétaux à fleurs, même si ça ne donne pas un fruit qu'on est capable de manger, nous, les êtres humains. Les samars sont les espèces d'hélicoptères qui tombent des érables. Ben, c'est le fruit de l'érable. On ne le mange pas, le fruit de l'érable, mais c'est quand même un fruit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le plant, il pousse, ce qu'on appelle la croissance, et au final, parce que c'est une plante à fleurs, il va finir par faire une fleur. On appelle ça l'étape de la floraison. Et c'est là qu'entrent en jeu différents agents de pollinisation que sont tous les insectes pollinisateurs, le vent, la pluie. Ça permet au pollen d'aller d'une plante à l'autre et finalement de permettre aux gamètes mâles qui sont dans le pollen d'aller rencontrer les ovules au fond des fleurs pour les féconder. On appelle ça donc la fécondation. Et une fleur fécondée, hein, vous l'avez dans l'image de droite, va donner des fruits. C'est l'étape qu'on appelle la fructification. Donc là, on a la fin de la boucle. Hein. Vous voyez, là, les fruits, c'est quoi? Ben, c'est carrément ce que la plante a besoin pour produire une nouvelle plante. Donc, ça donne une espèce de boucle sans fin, mais c'est difficile de le voir là, à l'écran. Il y a beaucoup d'informations. On pourrait le résumer comme ceci. Vous avez la boucle. Il n'y a pas de début, pas de fin. Hein. C'est un cycle sans fin. Je prends les graines, peu importe lesquelles, ça va germer lorsque le sol est adéquat avec une certaine humidité. On le fait déjà en classe. Et ce sont les fleurs fécondées qui vont donner des fruits. Il y a des petits termes qui sont là avec lesquels vous devez être familier. Je n'ai pas de questions, je poursuis. Donc, c'est quoi le rôle des mâles et des femelles dans une reproduction sexuée? Hein? La plupart du temps, on est habitué. Les femelles sont celles qui portent les futurs individus. Lorsque la fécondation va être interne. Donc, la femelle produit les gamètes femelles, qui sont les ovules.
Les mâles produisent des spermatozoïdes. Là, j'en mets qu'un seul, hein, c'est une petite gamète mâle. Et l'important, c'est que les deux gamètes se rencontrent. Ça peut se passer à l'intérieur du ventre d'une femelle ou d'une femme ou à l'extérieur, avec une fécondation qui va se faire à l'extérieur, comme les poissons ou les grenouilles. Hein. Ça se fait dans l'étang. Là. Tout est déposé là, puis quand même une rencontre des deux gamètes. On avait vu l'an dernier qu'il y a certains animaux qui se reproduisent en pondant des œufs. On appelle ça des ovipares. Donc, la poule qui pond un œuf qui devient poussin, c'est un ovipare. Tous les mammifères, la plupart, en fait, presque tout, il y a toujours des exceptions, là. Les ornithorynques, je pense que c'en est une. Tout ou presque les mammifères sont des vivipares. Donc, on accouche d'individus qui sont pas du tout dans un œuf. Hein. Ils sont portés dans le ventre de la femelle. Il y a d'autres modes de reproduction, de développement de l'embryon qui est très particulier, qu'on appelle les ovovivipares, une espèce de mélange entre les deux premiers. Ce sont des individus, vous avez un exemple avec les hippocampes, qui qui produisent des œufs. Et là, pour l'hippocampe, c'est même transféré chez le mâle. C'est le mâle qui va garder les œufs en dedans de lui jusqu'à temps que les œufs éclosent. Mais d'autres espèces, ça peut être la femelle qui garde ses œufs. Mais lorsque c'est des œufs à l'intérieur du corps, on va parler d'ovovivipares. Ça, c'est ce qu'on a parlé un petit peu de la reproduction l'an dernier. Pour la reproduction dont on a parlé cette année, on avait fait ça en cours en ligne. On avait regardé en fait les organes reproducteurs chez l'être humain. Les termes que je mets en bleu, c'est les seuls dont vous êtes capable de vous souvenir. C'est vraiment, vraiment simple. Hein? Chez le mâle ou chez l'homme, je devrais dire, le pénis et en dessous les testicules. Dans un sac, maintenant, il y a d'autres termes qu'on avait abordés ensemble. Vous n'êtes pas obligé de tous les retenir. C'est le fun d'en savoir un peu plus qu'un peu moins. Pour la femme, il n'y a aucun organe externe ou visible qui est à retenir. Vous les avez là ici en rouge, tous les éléments qu'on avait vus ensemble. Mais dans les organes internes qu'il y a à savoir, par exemple le vagin, l'utérus, c'est des organes clés, c'est la base. Vous devez vous en souvenir. Les ovaires qui produisent les ovules et les fameuses trompes de Fallope, là, les femmes en ont deux. Donc, les espèces de trompes dans le haut, c'est là où va se produire la fécondation. Ce sont les termes que vous devez connaître. Je vous ai parlé de l'endomètre, du col de l'utérus et tout, là, mais ça, ce ne serait pas nécessairement à savoir. Donc, c'est quoi le rôle de ces fameuses gamètes-là qui sont produites chez l'homme et la femme? Même chose chez les animaux, là, mais là, on parle de l'homme et la femme. D'abord, le nom. Hein, vous devez savoir que les hommes produisent des spermatozoïdes et les femmes des ovules. Ce sont les gamètes. Et ces gamètes-là contiennent, contrario des autres cellules de notre corps, tous les cellules de notre corps contiennent 23 paires de chromosomes. Tandis que nos gamètes, hein, les hommes, vous avez des gamètes, ou bientôt des gamètes mâles, contenant seulement 23. Donc, pas 23 paires, mais 23 chromosomes. Je les dessine ici en bas. Et les femmes ont des gamètes ovules, en fait, les gamètes femelles, qui contiennent aussi seulement 23 chromosomes au lieu de 23 paires. Lorsqu'on a la rencontre de deux gamètes, ben, c'est la rencontre de 23 chromosomes, plus 23 chromosomes, venant de papa et de maman. Et c'est ça qui va donner éventuellement un nouvel individu, puisque toutes ces cellules vont contenir 23 paires de chromosomes. Vous voyez ici, là, ça, c'est chacune de nos chacune de nos cellules contiennent 46 chromosomes, donc 23 paires. 23 qui viennent de papa, 23 qui viennent de maman. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la fécondation, comment ça fonctionne chez l'être humain, hein, ça passe la grande majorité du temps par une copulation qui est donc le mâle qui va introduire des gamètes mâles, des spermatozoïdes, à l'intérieur du corps de la femelle, qui vont éventuellement pouvoir aller féconder l'ovule ou les ovules lorsqu'il y a des exceptions, le plus qu'une ovule qui est dégagée. Donc, chaque femme, ou presque chaque femme, parce qu'il y a des exceptions encore une fois, ont ce qu'on appelle un cycle menstruel lorsqu'elles atteignent la puberté. Là, pour le moment, je ne vois toujours pas de questions. Là, je suis sur mon téléphone, j'espère que vous n'en avez pas, mais je voyais vos textes. Donc, lorsque la femme atteint la puberté, il y a de l'écoulement de sang qui se produit aux environs d'une fois tous les 28 jours.
ça dure environ 1 à 5, 6, 7 jours, là, environ 5 jours de moyenne. Et le cycle menstruel, c'est plus facile de le compter à partir du début des menstruations. Donc, lorsque la femme commence à perdre du sang par le vagin, ben, en fait, c'est le début du cycle et ça dure environ 28 jours. Ça peut être 24 ou 35, mais disons une moyenne de 28. Le cycle complet de la femme inclut un moment, aux alentours du 13-14e jour, un moment qu'on va appeler l'ovulation. Donc, les ovaires, souvent c'est un ovaire plus qu'un autre, hein, le gauche ou le droit, vont libérer un ovule, la plupart du temps, des fois c'est deux, là, mais la plupart du temps c'est un ovule, et c'est le moment de l'ovulation. Donc, vous voyez là ici dans le cycle aux environs de 28 jours, autour du 13-14e jour, on a le moment de l'ovulation. Et les chiffres écrits en bleu entre le 10e et le 16e jour sont la période de fertilité d'une femme. Donc, c'est le moment où est-ce que c'est dangereux de tomber enceinte si tu ne désires pas, mais c'est le moment souhaitable si tu désires avoir un enfant. Donc, on va s'assurer d'avoir l'introduction de gamètes mâles, donc des spermatozoïdes, pour pouvoir aller à la rencontre si on veut avoir un bébé entre le 10e et le 16e jour du cycle menstruel de la femme. Donc, comment ça fonctionne? On a l'ovulation, puis on a l'introduction du sperme, et on aura un spermatozoïde qui va réussir à rencontrer l'ovule, et ça se produit dans la trompe de Fallope, dans une des trompes de Fallope, et c'est le moment qu'on appelle la fécondation. J'ai vu un petit message d'Annie, ça marche, ça fonctionne. Donc, lorsque les deux gamètes se rencontrent, on a le début, en fait, c'est la première super cellule œuf qui va se dupliquer. Là, vous avez déjà, là, c'est rendu à 2 cellules. Ça se duplique, ça va devenir 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules. Ça se duplique comme ça. Puis ça, là, cette espèce de amas de cellules, ça s'appelle le zygote, qui va finir par aller se fixer dans l'endomètre, donc qui est la paroi un petit peu très rouge foncé là, à l'intérieur de l'utérus, qui devient le coussin dans lequel va se développer le futur embryon, fœtus, qui va devenir le bébé. Ça se passe comme ça. Donc, ça a pris une fécondation et c'est allé se fixer dans l'endomètre. Une femme qui tombe enceinte, hein, la période j'ai le mot qui m'échappe, là. Le temps de gestation qu'on dit généralement pour les animaux, on a au tout début, hein, les 2 premiers mois, ce qu'on dit, la femme porte un embryon. Donc, ça ressemble à peu près à n'importe quel animal, un bébé être humain au tout début, pour éventuellement ressembler plus proche d'un bébé. Donc, à partir du 3e mois, on va appeler ça plus un fœtus, et ça dure, vous le savez sûrement déjà, pour les femmes, tous les humains, 9 mois, 40 semaines. On a parlé des stades de développement, donc un être humain est capable de déterminer qu'en très bas âge, on appelle ça un bébé. Et après ça, ça passe à l'enfance. Donc, on va parler d'enfance aux alentours de 2 à 10 ans. Vous êtes toutes et tous dans la phase de l'adolescence, dans laquelle on passe à peu près entre 10 et 18 ans, dépendamment. Et la phase qui est la plus longue, la phase adulte, va de 18 à 70 ans pour finir avec la vieillesse au-delà de 70 ans. La moyenne d'âge des êtres humains, c'est aux alentours de 81, je pense, pour les hommes, 83 pour les femmes actuellement. Donc, ça veut dire que c'est une moyenne. Hein? Il y a des êtres humains, vous savez, qui vivent très, très longtemps. Peut-être se rappeler un peu de ce qui se passe avec chacune des phases, des stades de développement importants de l'être humain. Donc, au début, hein, il y a beaucoup de croissance, un développement très rapide. Il y en a qui ont mal aux genoux, mal aux jambes, parce qu'ils grandissent trop vite. Hein. La croissance se poursuit même jusqu'à l'âge adulte, avec des moments très, très rapides en enfance et vers la fin de la puberté de croissance. La puberté, c'est l'apparition souvent de certaines caractéristiques plus déterminantes, hommes et femmes. Hein. La femme va avoir des seins, l'homme va avoir de la barbe, va changer de voix, la femme aussi, la femme va avoir des hanches. Donc, tout ça, ça fait partie de la puberté, mais ça inclut aussi la période où les êtres humains, on commence à être féconds, donc on peut avoir des bébés. Il faut faire attention si on ne souhaite pas avoir ce qu'on appelle des... j'ai le terme qui m'échappe encore, là, mais
avoir un bébé inattendu, en fait, si on n'aurait pas voulu tomber enceinte. Donc, c'est pour la femme qui naît avec l'ensemble de ses ovules. C'est le moment où est-ce qu'elle va commencer à avoir des règles, hein, la puberté. Donc, le moment où est-ce que les ovules vont être libérés une fois par mois. Pour le garçon, ça va être le début de la production des spermatozoïdes pendant la puberté. Donc, ce sont la production des gamètes là, qui sont nécessaires à leur reproduction. La grande passe, là, la maturité que j'appelle, c'est un moment où est-ce que généralement on peut décider de fonder une famille justement et on fait des choix pour une grosse partie de sa vie. Et la vieillesse vient avec beaucoup, beaucoup de ralentissement là, parce que les capacités physiques sont de plus en plus petites. Donc, Hakim me parle avortement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a une grossesse, c'était le mot que je cherchais tantôt. La grossesse indésirée. L'avortement, c'est lorsqu'on décide de mettre fin d'une façon médicale à une grossesse indésirée. L'âge rebelle, ouais, puberté, effectivement. L'adolescence, c'est un moment où est-ce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de changements. C'est tout à fait normal. Il nous reste qu'à parler d'un dernier volet. Je passe rapidement. Contraception et ITSS, en gros. Hein, c'est le dernier cours en ligne qu'on avait fait ensemble. Sundus dit que l'avortement, on tue le bébé. C'est une question de point de vue. Oublie pas, Sundus, que j'ai parlé de terme. Hein. Au début, on a le zygote qui devient un embryon, qui devient un fœtus, qui devient un bébé. Lorsqu'une femme procède à un avortement, forcément, généralement, ce qu'on tue, c'est l'embryon. Donc, ce n'est pas le bébé, ce n'est même pas le fœtus. Et parfois, c'est souvent souhaitable pour le bien-être psychologique de tout le monde. Mais je vous laisse libre à vous de juger, là, dépendamment des fois de vos jugements moraux là-dedans. Là. Donc, qu'est-ce que la contraception? C'est décider de ne pas tomber enceinte, donc de ne pas avoir de grossesse. Ça, c'est souvent souhaitable pour un couple qui désire ne plus avoir d'enfants parce qu'il en a déjà eu ou qui veut juste attendre avant d'en avoir. Donc, il y a différentes méthodes. Hein, ça se classe sous 3 différentes méthodes. Soit la méthode hormonale, les méthodes non hormonales et les méthodes permanentes. Donc, les méthodes hormonales, c'est essentiellement des produits chimiques qui dégagent des hormones qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas d'ovulation chez la femme ou qu'il n'y aura pas de bonne fixation du zygote dans l'endomètre. Les méthodes non hormonales, c'est lorsqu'il n'y a pas justement de dégagement de produits chimiques. C'est donc, il y a des exemples ici, il y a le stérilet, l'anneau vaginal, le condom. Donc, on veut essentiellement soit empêcher la rencontre des deux gamètes, donc on ne veut pas que le spermatozoïde ou les spermes aillent trop loin à l'intérieur des organes reproducteurs féminins, ou par exemple en posant un stérilet, on va empêcher la fixation du zygote. Ça aussi, ce sont des méthodes qui produisent. Il y en a que c'est des combinaisons d'hormonales et non hormonales, mais non hormonal veut dire pas de produits, en guillemets, chimiques, pas de production d'hormones. Les méthodes permanentes, ça, c'est très déconseillé lorsqu'on est jeune, puis on n'a pas décidé encore si on voulait avoir des enfants ou pas, mais ça consiste essentiellement à carrément couper à des endroits stratégiques une partie de l'organe reproducteur, mais ça change pas du tout le reste de la vie. Hein. Ça fait juste empêcher de se reproduire. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui ont subi ce genre de méthode de contraception permanente et qui vivent comme tout le monde et qui sont très bien. Parmi les méthodes de contraception, vous êtes capable d'en nommer quelques-unes, nommer des avantages et des inconvénients de certaines. J'en mets, mettons, 3 à l'écran. Donc, par exemple, la pilule contraceptive qui est prise par souvent la femme. On n'a pas encore inventé la pilule pour hommes. L'avantage, c'est que c'est une méthode très sûre. Hein? On ne tombe pas enceinte pour la grande majorité des femmes qui prennent la pilule. Et pour certaines femmes, ça régularise leur cycle menstruel. L'inconvénient, c'est que ça prend une prescription. Donc, il faut aller voir la vasectomie. Oui, Adam dit c'est un joli mot pour la contraception permanente chez l'homme. L'inconvénient de la pilule, il faut aller voir le médecin d'abord. Il ne faut pas oublier aucune pilule, donc ça à prendre à tous les jours et ça ne protège pas des ITSS, donc vous vous rappelez, qui sont les maladies
Le condom, hein, avantage et inconvénient du condom. Maintenant, avantage, c'est une méthode très sûre, hein, c'est facile d'accès, on en trouve dans tous les dépanneurs et ça protège contre les ITSS. Donc, ce sont des avantages. Inconvénients, bon, ça peut percer, tout dépendamment de l'usage qu'on en fait. Et malheureusement, il faut faire attention à bien l'enfiler au moment de l'acte sexuel. Donc, c'est pas toujours le fun à long terme lorsqu'on est dans une relation stable. Le stérilet, par exemple. Le stérilet, son avantage, c'est aussi des méthodes qui sont sûres. Bien entendu, on ne va pas vous conseiller des méthodes qui sont pas sûres. Ça fonctionne très longtemps. Lorsqu'on porte un stérilet, ça peut être pour 3 à 5 ans. C'est un gros avantage. Puis, tu n'as pas besoin de prendre aucune action. Donc, si tu y vas directement, là, tu sais que tu es protégé, puis tu n'as pas à y penser à tous les jours. Comme la pilule, ça prend une prescription. Donc, il faut aller voir le médecin. Et ça ne protège pas des ITSS, donc ça ne protège pas des maladies. Vous devez savoir nommer 2 ou 3 méthodes qui empêchent la fixation du zygote. Je vous en donne 3, donc on peut prendre une espèce de pilule, pas besoin de retenir le nom, là, mais il y a une pilule qui existe, qui permet, il y en a plus qu'une même, de faire que le zygote, mais en fait, ça va changer un peu la glaire, là, en fait, la surface là, de l'endomètre. Donc, ça va juste empêcher là, le zygote de se fixer. Le stérilet en est une autre méthode qui est juste inséré au fond de l'utérus, comme ça, en forme d'un T. C'est suffisant pour que le zygote ne se fixe pas. L'anneau vaginal en est un autre exemple. Là. Ça se pose tout près du col de l'utérus. Et finalement, la dernière chose qu'on a vue ensemble, les ITSS, qu'est-ce que c'est? Hein? Vous êtes capable juste de me dire c'est quoi? Hein? ITSS veut dire infection transmissible sexuellement ou par le sang. Donc, ce sont des maladies. Vous êtes capable de m'en nommer quelques-unes, la chlamydia, syphilis, sida, herpès, hein, vous en nommez celles que vous voulez, juste dire, ben, je sais que ça existe. Hein. Quand je sais que ça existe, le gros avantage, il faut savoir que quand je devrais ou quand je voudrais devenir actif sexuellement avec autre que sa propre personne, je vais devoir me faire attention. Donc, la meilleure protection, la meilleure prévention, vous êtes capable de me nommer que le condom, c'est la meilleure protection, féminin ou masculin. Généralement, on parle du condom masculin, mais le condom féminin existe aussi. Et lorsque vous êtes atteint d'une de ces maladies-là, malheureusement, ça peut arriver. Et ça va arriver après le COVID. Il va y avoir une montée des ITSS, malheureusement. Les meilleures pratiques à faire lorsqu'on est atteint, à viser son ou ses partenaires, éviter les relations sexuelles, même si des fois ça peut être difficile, hein, se protéger, suivre son traitement. Donc, l'important, c'est d'aviser les gens, là, c'est le plus important. Ça fait le tour de ce qu'on avait vu dans le monde du vivant. Je vous ai déposé les documents de révision qui vont être à faire pour mardi prochain. Pour le moment, c'est une belle question. Sur le sida, est-ce que c'est une maladie guérissable? Pour le moment, le sida, ce n'est pas une bactérie, c'est un virus et on n'a pas trouvé de vaccin contre ça. C'est une maladie qui commence à dater. Je vous dirais qu'on peut en vivre quelques années actuellement. Ce que j'en sais, du sida, on peut en vivre, il y en a qui en vivent peut-être 20-30 ans. Ce que vous savez sûrement, c'est que le sida, ben, on en meurt aussi. Donc, pour le moment, c'est une des maladies ITSS non guérissables. La plupart sont guérissables. Le stérilet, une question de Ramia. Est-ce que quand on met le stérilet, bien entendu, la contraception, il n'y a aucun des moyens de contraception qui est là pour empêcher les relations sexuelles. Donc, l'idée, c'est pas ça, c'est plutôt de ne pas avoir de grossesse indésirée, donc de ne pas tomber enceinte. Si on utilise un moyen de contraception, c'est parce qu'on sait, les êtres humains, là, vous êtes peut-être, vous avez de part et d'autre, hein, garçons comme filles, début d'attirance vers les uns les autres. Et ça va vous pousser éventuellement à vouloir vous découvrir, essayer des choses. Et c'est tout à fait naturel. Et c'est parce qu'on sait que c'est naturel qu'on veut juste, dans le fond, prévenir des grossesses indésirées, mais pas s'empêcher de vivre, finalement, empêcher les actes. Le stérilet, là, il n'est pas ressenti par la femme lorsqu'elle est portée. Hein. Tu le sens vraiment juste pas à l'intérieur de toi. Le condom
féminin non plus. Des fois, il y en a l'anneau vaginal qui finissent par le sentir, mais c'est ça. La plupart des méthodes, là, en fait, c'est vraiment, c'est à vous de découvrir éventuellement. Pour les contraceptions difficiles d'accès, j'ai entendu parler de Centre Jodem. Tout est... OK. Adam pose la question là, pour avoir des prescriptions pour certains moyens de contraception. Okay? Puis là, il met en parenthèse légal. Il n'y a aucun moyen de contraception qui est illégal. Heureusement. Je veux dire 80, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais je pourrais dire que 95% des êtres humains utilisent des moyens de contraception, là, que ce soit les uns plutôt que les autres. C'est pas illégal. Pour les jeunes, à partir de 14 ans, hein, vous consultez le médecin, maman, papa ne saura pas que vous êtes allé voir le médecin. Si c'est de ça dont tu voulais parler, Adam, c'est le secret professionnel des médecins qui vous protège là-dedans. Donc, sachez qu'il n'y a pas vraiment d'endroit. Là, on ne mélange pas. Là, bon, pour se retrouver des condoms, vous avez juste à aller au dépanneur. Ils ne vont pas vous demander votre âge. Donc, moyen de contraception, très, très facile. Gênez-vous pas. Comment il remarque, OK, Léla pose la question, comment on sait qu'on a attrapé une ITSS? La plupart des ITSS, ils ont des phases, comme un peu la COVID actuellement, une phase asymptomatique, donc sans symptômes, sans qu'on puisse savoir qu'on est atteint. Et après, on a une phase symptomatique, donc on a des symptômes, c'est-à-dire des réactions du corps, ça peut être cutané, ça peut être des démangeaisons, ça peut être des boutons, ça peut être des douleurs ou des faiblesses. Il y a différents symptômes. Et ça va te faire dire que, dans le fond, tu risques d'avoir attrapé une certaine maladie. Généralement, lorsque tu es actif ou active sexuellement et que tu changes de partenaire, à chaque fois que tu changes de partenaire, il est préférable d'aller se faire dépister juste pour être certain. Même si tu as utilisé des moyens de contraception, il n'y a aucun moyen de contraception qui est à 100% sûr. Les meilleurs sont à 99% sûrs, mais des fois, hein, le 1%, ça suffit pour être des fois inquiet pour certains, mais ne vous inquiétez pas, hein, on peut vivre à 99%, c'est assez sûr. Quand on change de partenaire ou si on change régulièrement de partenaire, ben, il faut peut-être se faire dépister. Ce qu'on appelle dépister, c'est lorsqu'on va chez le médecin. Ils font une prise de sang, une prise de sécrétion sexuelle ou vaginale pour vérifier, dans le fond, si tu es atteint d'une certaine maladie. Donc, tu peux avoir ou pas des symptômes, mais généralement, tu ne vas pas réagir. Soit tu vas aller chez le médecin parce que tu as changé de partenaire ou tu changes régulièrement de partenaire, soit tu vas avoir un début de symptômes. Demain, il n'y a pas cours à Kim. La semaine prochaine, le prochain cours, mardi. La peste, ce n'est pas une ITSS. La peste, effectivement, de mémoire, c'était grâce à... non, je suis mêlé. Je serais embêté de dire si c'est un vaccin qui nous a sauvé de la peste. Je sais qu'elle est de retour dans certaines régions du monde. De mémoire, c'était simplement une meilleure salubrité. Donc, si j'ai pas d'autres questions, le document que vous voyez à l'écran, là, 4 pages, même chose, même formule. Tout ce qui est à voir en secondaire 1, 2, univers du vivant, tout est couvert par les questions. Vraiment, tout est dedans, le minimum. Hein, prenez le temps de le faire. Là. Ils en avaient peut-être pour 1 heure, 1 heure et demie. La plupart m'avaient dit qu'il n'était pas trop long. Donc, merci d'avoir été là. Je sais que ça a été long. Les 2 grands univers, c'était Terre et Espace et Vivant. Le prochain, la semaine prochaine, univers technologique. Bon, mardi, on fait question-réponse sur ce document. Mercredi, univers technologique, c'est beaucoup plus court. Donc, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée à tous. Profitez-en, sortez un petit peu dehors. Hein? Les dernières nouvelles, le soleil, la vitamine D, ça vous donne des meilleures protections contre le COVID. Donc, allez faire un petit tour dehors, ça fait bien. Bye bye à tous.